Le 11 janvier 1996, au petit matin, la République en deuil s'apprêtait à enterrer son ancien président, François Mitterrand. Tout au long de la journée, le pays, comme hypnotisé, allait assister à la scène finale d'une tragédie écrite par l'acteur principal lui-même. Jusque dans la mort et ses rites, François Mitterrand aura troublé et fasciné les Français. Transporté à Jarnac, sa ville natale en Charente, le cercueil de l'ancien président fut exposé avant la cérémonie religieuse. C'est à cet instant que les Français médusés, rassemblés devant leur poste de télévision, comprirent que loin des convenances habituelles, les deux familles de François Mitterrand étaient là, réunies autour de son cercueil. Aux côtés de Danielle Mitterrand, son épouse, et de leurs deux fils Jean-Christophe et Gilbert, les Français découvraient Anne Pinjot, cette inconnue qui avait accompagné le défunt jusqu'à ses derniers instants, et leur fille Mazarine, dont l'existence avait été révélée quelques mois plus tôt. Bon, ce sont des obsèques nationales, hein, donc avec toute une présence militaire, le drapeau sur le catafalque, c'est très solennel. Et Mazarine qui est entre mon frère et moi. Mais Mazarine, moi je la connaissais pas le matin. Là, il est peut-être 11h de l'après-midi du matin, là, à peu près. C'est avant l'église, ça, c'est bon. À Jarnac, moi j'ai rencontré pour la première fois de ma vie Mazarine à 7h30 ou 8h sur le tarmac à Villacoublay, quoi. Mais à partir du moment où c'est comme ça, je veux dire, qu'est-ce que je fais? Je juge mes parents, je juge mon père, je juge quoi? Je fais quoi? Je suis le juge de qui là-dedans? En revanche, je suis curieux. Mon frère était curieux un tout petit peu avant moi. Oui, il vous racontera. Lui, il l'avait rencontré avant. J'ai dit à mon père, fais-moi rencontrer Mazarine. J'ai dit, bien sûr, je lui ai donné son numéro de téléphone. J'ai dit non. C'est toi qui organise le déjeuner, quand même, fais quelque chose. Et voilà, et il a organisé ça. Bon, si, il y a eu quelque chose qui était visible. Il m'a jamais tant appelé au téléphone que pendant la semaine de préparation, j'allais dire, parce que j'étais pas à Paris. Je crois qu'il m'appelait 2 fois par jour en disant « T'es sûr, je ne suis pas trop de restaurant, t'es sûr que c'est à telle heure ?» Jamais autant il m'a appelé. On était tous là, comme lui avait été, d'ailleurs, toujours fidèle aux gens qu'il avait aimés, à son enfance, à ses lieux d'enfance, à ses amis, à ses femmes, même celles avec qui il n'était plus. Il les voyait quand même toujours, il leur envoyait des roses à leur anniversaire. Non, mais ça va très loin. Et donc, il cumulait comme ça une grande sédimentation de moments de vie, alors que c'est quelqu'un qui a beaucoup évolué. Je dirais qu'il part de droite pour arriver à gauche, d'une famille très catho-bourgeoise pour devenir agnostique, plutôt... enfin, pas plus du tout, en tout cas, dans cette tradition-là, tout en gardant quand même... Donc c'est quand même toute une sédimentation non pas de contradiction, parce que dans la vie, évidemment, on chemine, quoi. Enfin, c'est pas se contredire que de se transformer. Mais il a gardé toutes les couches, quand même. Et en fait, là, il y avait toutes les couches. François Mitterrand aura traversé le siècle sans renoncer à rien, ni à personne. Une vie comme un roman français qu'il faudrait lire et décrypter pour comprendre ce que fut l'histoire de notre pays depuis ce jour de 1916 qu'il a vu naître. Un incroyable destin dont nous avons trouvé les traces intimes dans sa maison de Latch, dans les Landes, dans des caisses en osier qui rassemblent les photographies familiales que François Mitterrand a conservées toute sa vie. Dans l'intimité d'un père et de ses 3 enfants, nous allons découvrir pour la première fois les albums personnels que François Mitterrand a légendés tout au long de ses vies successives. Des albums photos, François Mitterrand en a consacré des dizaines à sa vie avec Anne Pinjot et leur fille Mazarine, conservés dans leur petit appartement de la rue Jacob. Des albums inédits, dont il suffit de tourner les pages pour raconter le plus romanesque et le plus secret de nos hommes politiques.
C'est bien mieux quand c'est simple. François Mitterrand, quand il repensait à son enfance à Jarnac, en conservait un souvenir heureux. Il citait la maison familiale posée au bord de la Charente, Venez par là. les repas où l'on n'était jamais moins de 12 à table et pendant lesquels il était interdit de parler argent et de dire du mal des autres. C'est là que je suis né. Et je crois dans ce lit. C'est vrai? Oui, oui. C'était la chambre de mes parents et ma mère a couché de 7 enfants sur 8 ici. François Mitterrand, 5e enfant d'une fratrie qui en comptera 8, est né en octobre 1916. Dans une France provinciale et catholique d'un autre siècle, qui vivait encore au rythme des saisons et au pas lent des chevaux. Il faut quand même imaginer un peu ce décor si on veut comprendre l'évolution d'un homme et surtout d'un homme politique. Cette petite ville s'appelle Jarnac. Des rues tranquilles, des maisons blanches, quelquefois noircies par les vapeurs d'alcool, car c'est la région du Cognac. Si vous retournez du côté du paysage, des coteaux dits modérés. Des coteaux couverts de quoi? Couverts de rangs de vignes. Alors voilà le décor. Dans la famille Mitterrand, on était très croyant et de droite, à l'image du père Joseph Mitterrand, taciturne et à la rigueur janséniste. Yvonne, la chrétienne ardente qui en politique n'aimait pas les extrêmes, apprenait à ses enfants le respect des rituels religieux tout au long de l'année. Vous savez, cette bourgeoisie de province disposait de quoi? Enfin, une sorte de... pas mal d'ouvrages religieux, d'études spirituelles. Oui. À partir de quoi? À partir de la Bible. Oui. Qui était vraiment le livre de chevet. L'album de souvenirs de François Mitterrand s'ouvre sur la maison de ses grands-parents maternels à Touvent, en Dordogne. Une maison loin de tout, où il a vécu une grande partie de l'année jusqu'à ses 10 ans, et qui a illuminé son enfance. Un paradis où il a appris les heures et la courbe des jours. C'est là que s'est enracinée à jamais en lui la France pastorale et rurale à laquelle il sera toujours fidèle. François, Robert, Jacques, Philippe. Si, il y a les 4 frères. Ah, ça c'est drôle, parce que bon, évidemment, il y a Papa Jules, Maman Nini, ça ok. Son grand-père, c'était une autre façon d'aborder la vie, ou peut-être pas dans l'expression, mais en tout cas dans la façon de vivre une plus grande liberté, quoi, de s'ouvrir. Autant les Mitterrand sont conservateurs de la droite catholique traditionnelle, autant le grand-père maternel de François, Jules Lorrain, est républicain et plutôt laïque. Sa grand-mère Eugénie a laissé à François des souvenirs impérissables qui vous hantent toute la vie. Ça, c'était très bien aménagé, il y avait des pelouses. Maintenant, c'est... Voilà la maison, j'ai passé toute... Et vos grands-parents, ils vivaient en permanence? Oh, ils vivaient presque toute l'année, oui. Puis là, il y avait derrière ce mur un immense jardin, très beau. François Mitterrand confiera encore 70 ans plus tard que son enfance a basculé le jour où, en raison de la crise économique de 1929, son grand-père Lorrain décide de vendre la maison. Mitterrand se souviendra longtemps du drame familial. Une déchirure accentuée peu de temps après par la mort de cette grand-mère tant aimée. François Mitterrand en conservera une blessure à vif, revenant sans cesse jusqu'à la fin de sa vie vers ce paradis perdu. À l'âge de 10 ans, le petit François devient pensionnaire à Angoulême, au collège Saint-Paul, chez les pères maristes. Levés dès 5h45 du matin, les 300 pensionnaires alternent prières et études, passant inexorablement des salles de classe à la chapelle. Un enseignement religieux et classique qui marque durablement le jeune Mitterrand. Comme sa mère Yvonne, le jeune lycéen est passionné de littérature depuis l'enfance. Ce sont d'abord les écrivains de la France traditionnelle qui marquent François Mitterrand, et notamment Maurice Barrès, le chantre de la nation française et de sa permanence à travers les siècles. On doit penser que Barrès était le grand inspirateur de toute cette société. L'influence de Barrès, qui traduisait très exactement
ce que ressentaient toutes ces familles. L'attachement à la terre, à la patrie, un certain nombre de valeurs morales. Ben, vous me direz, mais alors dans ce cas-là, c'était un milieu vraiment très réactionnaire. Non, pas du tout. L'un de mes oncles, frère cadet de ma mère, a été un des fondateurs, un des premiers disciples de Marc Sangnier, les fondateurs du Sillon. Le Sillon défendait au début du siècle un retour de l'Église à la dimension sociale du christianisme. Le jeune Robert Lorrain était un étudiant brillant, admiré par sa famille. Une famille traumatisée lorsque Robert meurt brutalement à 20 ans au lycée Henri IV à Paris. François Mitterrand, qui n'a jamais connu son oncle, conservera pourtant toute sa vie 2 photographies de Robert dans son album d'enfance. Lorsqu'il obtient son baccalauréat, c'est tout naturellement que le brillant élève Mitterrand rejoint Paris, comme Robert avant lui, dans le même foyer pour jeunes chrétiens situé au 104 de la rue de Vaugirard, avec peut-être la même ambition secrète d'intégrer l'école normale supérieure. Lui-même, en fait, voulait venir faire Normale Sup à Paris. Alors, par rapport à ce Robert, qui était devenu une sorte de figure tutélaire de la famille, il fallait racheter un petit peu le drame que ça avait été, la tragédie que ça avait été. Donc, il y avait ce truc de Normale, l'accession Paris, l'accession à la littérature, aux lettres. Mon père était quand même nourri de toute cette littérature contemporaine. Il lisait déjà énormément. Il avait un rapport très romantique aux écrivains. Enfin, comme on peut l'être quand on est un jeune provincial, nourri déjà à la littérature du 19e siècle et arrivant à Paris, quand il y a des types comme Gide qui sont là et qui écrivent encore. Enfin, ça participe de la mythologie. Le jeune Charentais est ébloui par les écrivains de la NRF. François Mauriac, Paul Valéry ou Paul Claudel, qui bousculent l'étudiant jusque-là si classique. Et puis, il était un peu dilettante, quoi. Il avait envie de faire d'autres choses. Donc, il n'a pas passé Normale Sup. Donc, il y a quand même ça, une sorte de regret, lié en plus à l'histoire familiale. Enfin, voilà. Et donc, de fil en aiguille, je pense que l'image de Normale Sup est devenue un truc magique, quoi. Enfin, donc, le fait que j'ai Normale Sup, c'était... Mais bon, je pense qu'inconsciemment, j'ai bien senti ça, parce que si j'ai passé Normale Sup, c'était peut-être pour lui faire plaisir aussi. En cette année 1934, Paris est secoué par une confrontation de plus en plus vive entre 2 blocs. Le Front National, qui regroupe des organisations d'extrême droite comme les Camelots du Roi ou l'Action française, et un bloc de gauche, le Front Populaire, rassemblant communistes, socialistes et radicaux. L'étudiant Mitterrand, inscrit en droit et à Sciences Po, est emporté par le tourbillon politique du moment. Il s'engage à 18 ans dans une organisation du bloc de droite, les Croix de Feu, et leur organisation de jeunesse, les Volontaires nationaux du colonel Delarocque. Le jeune activiste Mitterrand participe à toutes les manifestations du quartier latin avant de se voir sermonné par les pères maristes d'Angoulême. Lorsqu'il est photographié au milieu d'une manifestation de l'Action française et se retrouve à la une de plusieurs journaux. Pas question pour les religieux de se rapprocher de l'organisation de Charles Maurras, qui a été excommunié par le pape Pie XI. François Mitterrand devra rassurer ses supérieurs et se consacrera dorénavant à des actions caritatives au sein de la GEC, la jeunesse étudiante chrétienne. François et ses frères Jacques et Robert reviennent souvent à Jarnac. Les enfants sont inquiets de la santé de leur mère, Yvonne, malade du cœur, qui souffre terriblement. Cette photo de sa mère ne quittera plus François Mitterrand. À 55 ans à peine, Yvonne Mitterrand s'éteint en janvier 1936. Confronté à nouveau à la mort, François Mitterrand se fait la promesse que désormais, ses fantômes l'accompagneront. Il pensera à ses morts le plus souvent possible, car c'est pour lui le seul moyen d'assurer la survie de ceux que l'on a aimés. De partout, dans son bureau, à la maison, dans sa pièce chambre-bureau, quoi, de la bergerie de Latch, même à l'Élysée, dans son bureau, je veux dire, toujours la présence de ces photos de ceux qu'il n'oubliait pas et qui vivaient avec lui ce qu'il vivait encore.
c'est tout écrit de sa main, hein, donc il y tenait à cet album. Le foyer du 104 représente pour Mitterrand le temps heureux des bandes de copains. Des images inédites de cette vie étudiante qui s'organise entre les parties de tennis et les sorties de groupe. Les amis partent ensemble en vacances en Dordogne ou sur les plages de Royan. L'étudiant catholique Mitterrand est prêt à toutes les facéties, comme sur ces étonnantes photographies prises lors d'une visite chez le frère prêtre de son ami André Bettencourt. Les compères décident alors de poser en soutane devant un objectif amical. C'est surtout pour François le temps des émois amoureux. Le jeune romantique idéaliste vit en 1938 son premier grand amour, une passion dévorante qui va l'emporter. Quand il la rencontre pour la première fois, Marie-Louise Terrasse n'a que 15 ans. François en est certain, elle est la femme de sa vie. Il multiplie les pages de son album dédié à celle qu'il appelle « le visage merveilleux ». Un temps effrayée par cet amour absolu, la jeune femme finit par présenter François Mitterrand à ses parents. Impossible pour monsieur et madame Terrasse d'envisager des fiançailles avec un garçon qui n'a pas effectué son service militaire. L'amoureux décide donc de mettre entre parenthèses son doctorat de droit. Il est incorporé au fort d'Ivry en novembre 1938. Dans son régiment, il retrouve Georges Dayan, un camarade croisé à la faculté de droit qui va devenir l'ami de toute une vie. Pourtant, il n'y a rien de commun entre François, le Charentais catholique de droite, et Georges, le juif d'Oran, socialiste et athée. François écrit à Georges une supplique. « Dis-moi que jamais rien ne nous séparera. » En septembre 1939, l'armée allemande bombarde et envahit la Pologne. La France et la Grande-Bretagne, alliées de la Pologne, sont désormais en guerre. Mitterrand, mobilisé comme des millions de Français, ne veut plus perdre de temps. Le 3 mars 1940, ses fiançailles avec Marie-Louise sont célébrées à Paris. À 23 ans, François radieux tente d'oublier un instant que le pire est à venir. Lorsque l'armée allemande lance son offensive sur la France, le 10 mai 1940, le sergent Mitterrand est en première ligne, le long de la Meuse. La débâcle de l'armée française, François Mitterrand la vit et la décrit dans des lettres poignantes à son ami Georges Dayan. Le 12 mai, il écrit « Si tu n'étais pas un détestable mécréant, je dirais prie pour moi ». Quelques jours plus tard, le sergent de l'infanterie coloniale raconte ses premiers combats au sol. Nous avons été engagés dès le début de la bagarre. Le 13 mai, nous les avions en face. Notre bataillon a subi le premier choc. Si tu imagines ce que peut être ce choc. J'ai vécu plusieurs jours coupé du monde, cerné par les Allemands. Maintenant, parmi les restes de ma compagnie, je m'étonne. Pourquoi suis-je rescapé? Je crois, tu le sais. Les prières qui m'ont accompagné n'y sont sans doute pas pour rien. Marie-Louise m'écrit quotidiennement des lettres qui sont mon réconfort. Je voudrais vivre pour elle. Je voudrais tant vivre. Tout de même, la guerre, c'est l'épouvante et la misère des hommes. Le 14 juin, devant Verdun, le sergent Mitterrand reçoit 2 éclats d'obus sous les côtes et une croix de guerre pour bravoure. Transporté en brancard, il est fait prisonnier par les Allemands quelques jours plus tard dans un hôpital militaire. Mitterrand est transféré en train, en Allemagne, dans le Stalag 9A. Le choc est rude. Ils sont plusieurs dizaines de milliers abandonnés là, sur une colline de Hesse, comme près de 2 millions de soldats français.
Dans les 3 camps où il se trouvera successivement, François Mitterrand découvre et se lie d'amitié avec des hommes bien différents de ceux qu'il a côtoyés jusque-là. Ici, ce sont des ouvriers d'usine, des communistes, des juifs, des prêtres contestataires. Plusieurs vont devenir ses amis et changent déjà le regard du jeune bourgeois sur la vie comme sur la société. Celui qui impressionne par son brio intellectuel signe régulièrement les éditos du journal du camp, l'éphémère, exprimant le sentiment d'abandon de ses compagnons. Je crains qu'on ne parle des prisonniers comme on parle des morts, en vantant leurs mérites, en tressant leurs louanges, mais en estimant que leur première qualité est surtout de ne plus gêner les vivants. François refuse de rester plus longtemps à l'écart de la vie et du monde. Il lui faut s'évader s'il veut revoir Marie-Louise, dont il sent dans ses lettres qu'elle s'éloigne irrémédiablement. Il s'y reprendra à 3 reprises, avant finalement de parvenir en décembre 1941, après une année et demie d'enfermement, à se réfugier épuisé et amaigri chez une tante dans le Jura. François vient à Paris tenter de convaincre une dernière fois Marie-Louise de ne pas le quitter. C'est un échec. Les yeux dans les yeux, les fiançailles sont rompues. Marie-Louise, éprise d'un autre homme, rend sa bague. François la jette dans la Seine. Marie-Louise Terrasse, que tous les Français connaîtront bientôt sous son nom de speakerine de télévision, Catherine Langeais, a rejeté l'offrande. L'amoureux se sent trahi. Plus jamais il ne se donnera tout entier à une femme. Trop douloureux, trop aliénant. Catherine Langeais, nous faisons chevalier de la Légion d'honneur. Chaque année, il enverra des fleurs à Catherine Langeais le jour de son anniversaire. Et bien des années plus tard, lorsqu'il lui remettra la Légion d'honneur en 1987, personne, dans la salle des fêtes de l'Élysée, n'imaginera l'émotion et le trouble que représente cette cérémonie pour les 2 anciens fiancés. Le monde de François Mitterrand, celui de sa jeunesse, vient de s'effondrer brutalement. Il a connu la violence des combats, l'humiliation de l'enfermement et la destruction de sa vie amoureuse. Dans son album de jeunesse, François a conservé 2 photographies de l'année 1942. Elles ont été prises à Vichy, lors d'une visite de son père Joseph. Pour l'évadé Mitterrand, la France, ou ce qu'il en reste, est dans la zone dite libre. Comme son père, François est maréchaliste, parce que patriote et d'une droite nationaliste. Comme beaucoup à Vichy, être pétainiste pour François n'implique pas de collaborer avec l'ennemi allemand qu'il a retenu prisonnier si longtemps. Obsédé par le sort de ses camarades, Mitterrand intègre à Vichy en juin 1942 le commissariat aux prisonniers de guerre, sorte de ministère des anciens combattants. Tout bascule lorsque le chef du gouvernement, Pierre Laval, quelques semaines plus tard, organise l'échange d'un prisonnier contre 3 ouvriers français envoyés en Allemagne. Le chancelier Hitler, par la grandeur de son geste, donnait à la France, parce que c'était elle, le témoignage de son estime et de sa confiance. Mitterrand, comme ses camarades, s'insurge contre cette prise en otage des prisonniers au service d'une politique de collaboration qui leur est insupportable. L'équipe du commissariat préfère fabriquer des faux papiers et organiser des filières d'évasion pour ceux encore retenus. Progressivement, le jeune Mitterrand multiplie les contacts et se rend à plusieurs reprises au château de Montmaur dans les Alpes, où le militant catholique Antoine Mauduit est en train d'organiser ce qui deviendra bientôt un maquis. C'est là que naît un embryon de rassemblement. Pourtant, François Mitterrand est photographié en octobre 1942 aux côtés du maréchal Pétain, avec Marcel Barrois. Ils ont été convoqués pour présenter le centre d'accueil pour prisonniers installé à Vichy. Une photographie qui sera incompréhensible 50 ans plus tard, lorsqu'elle sera publiée en couverture d'un livre. Un nouveau livre éclairant la vie de François Mitterrand vient de paraître en librairie. L'auteur, Pierre Péan, s'est surtout intéressé à l'itinéraire idéologique du futur président pendant les années noires de l'occupation. À l'automne 1994, son passé rattrape François Mitterrand,
Une jeunesse à droite, un passage à Vichy, une rencontre avec Pétain, l'attribution de la Francisque. La presse et l'opinion condamnent. Le président de la République est obligé de s'expliquer à la télévision sur ce passé qui ne passe pas. Vous avez dit à Gisbert que vous n'aviez jamais flirté avec l'extrême droite, mais avec la droite, oui. Ils étaient de droite. C'était le milieu. Mais je vous ai déjà dit tout à l'heure que j'étais un produit, comme beaucoup de Français, de mon milieu, de ma société, de mon éducation. Et d'ailleurs, je ne m'en repens pas, parce que c'était des gens estimables et bienveillants. Mais enfin, politiquement, leur analyse était loin de celle que, depuis de longues années, moi, j'ai, et je combats pour une idéologie qui n'est pas la même. Il trouvait injuste les reproches qui lui étaient faits par rapport à la vie qu'il avait vécue et j'allais dire, les dangers de mort de tous les matins. La polémique et la violence des attaques, ça l'a meurtri. Et ça, moi, je m'en souviens vraiment parce que je le voyais abattu, lui qui n'était jamais abattu, parce qu'il faut quand même le cuir assez épais pour devenir président en général. Qu'on vienne ensuite reprocher un truc, je crois que ça a été une violence pour lui. Enfin, moi, j'ai vu qu'il a été fragilisé à ce moment-là de manière assez... c'était assez douloureux. Les témoins disparaissaient. Tous ceux qui... Il y en a encore une qui est vivante, hein, c'est Ginette Munier. Elle est à 10 km d'ici. Elle a 17 ans, elle est secrétaire dans ce ministère avec Pinault, avec François Mitterrand. Et elle sait très bien ce qu'elle fait tous les jours. Les faux papiers, les porteurs de documents secrets pour monter des réseaux de résistance. Elle l'a vécu. Elle dit, mais c'est pas possible. C'est pas vrai. Comment peut-on lui faire un procès pareil ? Mais comment apporter les preuves alors que d'autres vous apportent des photos ? Point, sans commentaire. En cet automne 1942, l'évolution de Mitterrand est symptomatique du parcours de ceux que les historiens appelleront les vichisto-résistants. Si Mitterrand et Barrois respectent le maréchal, ils sont déjà en train d'imaginer un rassemblement des anciens combattants. À peine un an après cette photographie, Marcel Barrois sera arrêté pour résistance dans le groupe Mitterrand. Il sera déporté et mourra au camp de Buchenwald. Quelques semaines après l'invasion de la zone libre, Mitterrand et ses camarades ont effectivement démissionné de leur poste à Vichy et fondé un réseau de résistance d'anciens prisonniers. Très vite, le jeune François Mitterrand devient la cheville ouvrière. La nouvelle organisation sera bientôt adoubée par Henri Freinet, le chef du réseau résistant Combat, que Mitterrand rencontre en mars 1943 à Mâcon. Mitterrand, devenu Morland dans la résistance, fait l'expérience de la clandestinité et de la peur. Après quelques mois, il est envoyé par son réseau à Londres afin d'obtenir une reconnaissance officielle. Débriefé par les services secrets britanniques et français, Mitterrand est envoyé à Alger où il doit rencontrer, à 27 ans à peine, le chef de la France libre en personne, Charles de Gaulle, qui lui demande de fusionner son mouvement avec celui des prisonniers gaullistes. Revenu clandestinement à Paris en mars 1944, Morland prend la direction du mouvement unifié des prisonniers de guerre. La résistance, en ce printemps, est décimée par la Gestapo allemande et la milice de Vichy. Le mouvement Mitterrand n'est pas épargné. Plusieurs de ses membres seront déportés. La pression est telle que des compagnons suggèrent à Morland, qui vient d'échapper de peu à la Gestapo, d'aller se mettre à l'abri dans la famille Gouze, à Cluny. Antoine Gouze et son épouse Renée sont instituteurs, athées, socialistes et francs-maçons. C'est dans cette famille résistante que François rencontre la jeune fille qu'il attendait depuis sa séparation avec Marie-Louise. Elle s'appelle Danielle Gouze, elle a 20 ans. Morland, subjugué par la beauté de Danielle, écrit des lettres enflammées à celle qu'il appelle désormais la jeune fille aux yeux de chat. Danielle et François sont emportés dans un tourbillon, promesse d'un mariage à l'automne avant qu'il ne soit trop tard, serment que s'ils devaient ressortir vivants de cette maudite guerre, ils reviendront là, chaque année, sur la roche de Solutré en souvenir de la résistance. En août 1944, François Mitterrand est choisi par Alexandre Parodi, représentant de De Gaulle, pour être un des 15 hommes qui vont gouverner provisoirement le pays après la libération.
Voici le jeune résistant, presque ministre à 28 ans, qui le 19 août libère les armes à la main le commissariat aux prisonniers, rue Meyerbeer, à côté de la commandanture allemande. Quelques semaines plus tard, Mitterrand laisse sa place au ministre des anciens combattants en titre, Henri Freinet, et termine la guerre au grade de lieutenant-colonel des FFI, avec attribution d'une croix de guerre pour la 3e fois depuis le début du conflit. En cet automne 1944, François, qui vient de participer à l'Histoire en marche, épouse Danielle Gouze dans l'église Saint-Séverin. Dans l'urgence de la passion et la fébrilité d'un pays toujours en guerre, un pacte est scellé entre les deux amoureux, pour le meilleur et pour le pire. Ni Danielle ni François ne reviendront jamais sur l'engagement qu'ils prennent ce jour-là devant le prêtre. Bientôt, le jeune marié est heureux de partager avec son ami Georges Dayan la belle nouvelle de l'été 45. Je t'annonce la naissance de mon fils Pascal. Il est né le 10 juillet. Il est solide et beau bébé. Dans quelques jours, je compte l'emmener à Cluny où nous avons une petite maison et où Daniel pourra se retaper. Cette paternité dont il est si fier tourne au cauchemar 2 mois plus tard, quand le petit Pascal meurt subitement. Un choléra infantile, brutal et sans remède, nous l'a enlevé en 48 heures. Par une journée magnifique d'été, je revenais d'Épinal pour arriver à Cluny où mes beaux-parents habitent. Juste à temps pour transporter Pascal agonisant à Lyon, où toutes les ressources de la médecine furent impuissantes. Inutile de te dire notre douleur. Après la guerre, en 1944-1945, j'ai été mêlé, à travers les combats de la résistance, à la responsabilité politique. La mauvaise pente, si je puis dire, s'est confirmée, et voilà comment, en 1946, je me suis retrouvé député à l'Assemblée nationale. Sans regret, je pense. Sans regret, mais n'avoir qu'une vie, c'est dommage. J'aimerais aussi faire ce que je souhaitais. En plus, pas en moins. Aux élections législatives de 1946, François Mitterrand est candidat dans la Nièvre, à laquelle rien ne l'attache, si ce n'est les racines de son père qui vient du Berry. Une fois élu, Mitterrand choisit, comme il l'écrit à Georges, le Rassemblement des gauches, en rejoignant l'UDSR, Union démocratique et socialiste de la résistance, petit parti charnière du centre-gauche. Son frère Robert racontera qu'en entendant le mot « socialiste », certains membres de la famille Mitterrand à Jarnac ont dû avoir un haut le cœur. Et parce que politique et vie personnelle ne seront plus jamais séparées chez François Mitterrand, il annonce à Georges à la fois son élection et le bonheur de son couple avec l'arrivée le 19 décembre d'un nouveau bébé. Ma femme m'a donné un magnifique petit garçon qui s'appelle Jean-Christophe. Tout s'est bien passé. Pour l'instant, Jean-Christophe ronchonne ou crie. Ma femme ne l'entend jamais. Amour maternel. Moi, si. Et la nuit, ma patience est de brève durée. Désormais, le jeune député de la Nièvre est face à son destin. À 30 ans, François Mitterrand devient en 1947 le plus jeune ministre de l'histoire de la République, chargé des anciens combattants. Plus rien n'arrêtera l'ascension du Charentais de Jarnac, qui débute une carrière politique de près de 50 années. Lorsqu'il s'interrogeait sur les grandes étapes de son évolution politique, François Mitterrand rappelait toujours que sa vie publique avait pris tout son sens sur le continent africain. Une Afrique qu'il découvre lorsqu'il devient en 1950 ministre de ce qu'on appelle alors l'Outre-mer et qui rassemble en réalité les colonies françaises. François a conservé dans ses albums les souvenirs heureux de ses premiers voyages sur le continent avec Daniel. Des pyramides du Caire jusqu'à Alger-la-Blanche, puis de Dakar à Cotonou. La jeune maman resplendit aux côtés de son mari. L'Outre-mer est pour Mitterrand la découverte de l'impasse politique dans laquelle se trouve l'Empire français.
Paris ne connaît que la répression dès que des revendications politiques sont exprimées, soutenant les colons qui dénient tout droit au peuple colonisé. La conviction du ministre est celle d'une nécessaire égalité des droits avec un collège électoral unique. Les colons dénoncent le ministre qui livre l'Afrique aux Noirs. Les gaullistes du RPF attaquent Mitterrand, le bradeur d'empire à coquiner avec le communisme international. Mitterrand a choisi son camp. Ce sera celui de la gauche, de Mendès France et des socialistes. La famille Mitterrand s'est installée rue Guinemer, le long du jardin du Luxembourg. Elle s'est agrandie avec la naissance en 1949 de Gilbert. Le ministre s'est réservé une pièce refuge avec ses photos d'enfance et ses livres. Quand il était allongé comme ça sur un lit, pour se détendre, c'était toujours avec quelque chose entre les mains à lire, quoi. Le soir, il lisait beaucoup, il apprenait des poèmes par cœur, beaucoup, du Lamartine en particulier. Mais en plus, c'était sa façon de travailler la mémoire. Mais ça, il nous l'expliquait, quoi. L'éducation des garçons est classique, catholique et bourgeoise, comme si François reproduisait le modèle qu'il a connu enfant. Je fais rire maintenant, mais les enfants ne mangeaient pas avec les parents. On mangeait à la cuisine. Bon. Et sauf le dimanche. C'était très charentais. Hein. On s'y faisait très bien. On était même très fiers le dimanche de manger avec eux. C'était une éducation relativement bourgeoise, classique, bourgeoise de province. Je souhaiterais, ça c'est mon père, je souhaiterais qu'ils aient une éducation religieuse et ils choisiront par la suite quand ils seront plus grands. Nous avons suivi cet enseignement catéchisme et nous sommes allés à la messe. Voilà. Et nous avons fait notre communion. C'est un climat, peut-être plus qu'une conviction. Si j'avais à définir mes croyances, je dirais je ne sais pas si je crois, mais je ne sais pas si je ne crois pas. En ce sens, je rejoindrais Montaigne et bien d'autres. Je ne tranche pas, mais dans la mesure où je me sens à l'aise dans un climat, je reste fidèle à celui qui a accompagné mes jeunes années, et qui était riche d'émotions, d'espérance, une certaine coloration mystique qui interprétait chaque événement, qui donnait un sens aux choses. Mon père n'a jamais été le papa copain, le papa rigolo des conneurs. Bon. C'était pas le genre, quoi. Bon. Il n'était pas tactile, comme on dit. Bon. C'était pas le papa copain, mais c'était le papa attentif. Ah, c'était pas une famille où on s'embrassait, etc. Ça, non. Non. De ce côté-là, c'est pas une famille où on se touche, où on s'embrasse, où on se dit des mots doux, non. Mais c'est une éducation, c'est pas forcément volontaire. Souvent absent de l'appartement familial, l'étoile montante de la 4e République, qui participera à 11 gouvernements entre 1947 et 1957, est certain de son charme et de sa liberté. Celui que le magazine Elle classe parmi les hommes les plus beaux du pays multiplie les conquêtes féminines. En 1954, le radical Pierre Mendès France devient président du Conseil et choisit François Mitterrand, 38 ans, pour le puissant ministère de l'Intérieur dont dépendent les départements d'Algérie. Mendès et Mitterrand souhaitent offrir à l'Algérie un plan pour l'égalité politique et le développement économique. Un projet de réforme de l'Algérie qui va se fracasser contre la Toussaint Rouge, cette nuit de novembre 1954, quand l'insurrection algérienne assassine 8 personnes. François Mitterrand, chargé de l'ordre public, et Pierre Mendès France, le chef du gouvernement, sont sur la même ligne. L'Algérie, c'est la France. Et la France ne peut accepter des attentats terroristes sur son sol. Il est donc de notre devoir à nous de faire peser la force du côté de l'ordre, du côté de la France, du côté de la concorde entre les citoyens. Nous châtierons d'une manière implacable, sans autre souci que celui de la justice, et en la circonstance, la justice exige la rigueur, les responsables. La guerre d'Algérie, que l'on ne voudra jamais nommer ainsi, vient de commencer.
C'est 2 ans plus tard, dans le gouvernement du socialiste Guy Mollet, que François Mitterrand, devenu ministre de la Justice, commet une faute qu'on lui reprochera longtemps. La seule erreur politique qu'il concédera à la fin de sa vie. Emporté par la folie de la guerre d'Algérie, Guy Mollet a accentué l'effort de guerre jusqu'à accorder des pouvoirs spéciaux aux militaires. Mitterrand décide pourtant de rester à son poste, contrairement à Mendès France qui démissionne. Surtout, le ministre de la Justice ne soutient pas les demandes de grâce des nombreux condamnés à mort qui seront exécutés pendant cette période. Mitterrand est persuadé qu'en temps de guerre, un homme d'État ne peut se permettre de faiblesse. Une erreur d'analyse, par péché d'ambition. Il est convaincu que son tour est arrivé, qu'il sera le prochain président du Conseil, et qu'il parviendra, lui, à régler le problème algérien par la négociation d'une grande union française. Mauvais calcul. Lorsque le ministère Mollet chute en 1957, ce n'est pas Mitterrand qui est choisi, mais un farouche défenseur de l'Algérie française et des privilèges des colons. Mitterrand quitte alors le gouvernement. Loin des soubresauts politiques parisiens, François et Daniel ont découvert sur la côte landaise la petite station balnéaire de Hossegor. La famille Mitterrand a fait construire une villa entre golfe et lac. Images heureuses du bonheur balnéaire de François et Daniel avec Jean-Christophe et Gilbert. C'est une photo rare, hein. François Mitterrand sur la plage, vous ne le verrez pas souvent. Sauf que là, au moins, j'ai le témoignage comme quoi il y allait de temps en temps, mais il ne devait pas apprécier beaucoup. Je m'en souviens pas, mais mon père dans le sable et pieds nus, ça, non. C'est pas... C'est collector. Daniel est plus belle que jamais et pose sous l'objectif de François. Mais derrière les instantanés amoureux, le couple se lézarde. Daniel souffre trop de la liberté de ce mari souvent absent. Elle ne supporte plus de savoir le séducteur accumuler les conquêtes. Alors Daniel le dit à François et le menace d'une séparation. Inimaginable pour François. Pourquoi renoncer à cette vie de famille, ces rassemblements hebdomadaires au Guinemer, ces repas annuels à Cluny ou à Hossegor? Alors François propose un nouveau pacte à Daniel. Fidélité des cœurs, liberté des corps. Ils resteront mariés, mais chacun aura droit à une vie amoureuse de son côté. Lorsque les ultras d'Alger, soutenus par les militaires, portent le général de Gaulle au pouvoir en 1958, François Mitterrand est face à un choix politique crucial qui va changer son destin. Dire oui à de Gaulle, comme le socialiste Guy Mollet, c'est se préserver un avenir politique. Dire non, comme Mendès France et le Parti communiste, c'est la garantie d'une traversée du désert. Mitterrand a tranché. Ce sera non à de Gaulle, non à sa constitution. S'ouvre alors pour lui une longue, très longue période d'opposition qui durera plus de 20 ans. François Mitterrand choisit d'abord de renforcer son implantation dans la Nièvre, en devenant maire de Château-Chinon en 1959, puis sénateur quelques mois plus tard. Au Sénat, Mitterrand est le premier opposant du gouvernement Debré contre lequel il bataille sans cesse. C'est l'époque des coups tordus et autres barbouzeries en tout genre. L'Algérie exacerbe les passions politiques. François Mitterrand devient bientôt l'homme à abattre tant pour les partisans de l'Algérie française que pour les gaullistes. Alors, ils vont lui tendre un piège grossier dans lequel Mitterrand aurait dû sombrer. L'affaire de l'Observatoire, c'est une machination que Mitterrand n'a pas vue venir. Affaibli par le harcèlement dont sa famille est victime depuis plusieurs semaines. Menaces de mort au téléphone, menaces contre Jean-Christophe et Gilbert, incendie de la maison familiale à Hossegor. Il se trouve que j'ai été un terrain à otite depuis ma prime enfance. Et j'ai été opéré, et pour ma convalescence, j'ai été envoyé chez mes grands-parents, en Bourgogne, à Cluny. Voilà. Alors, y ai-je été envoyé pour ma convalescence? Ou est-ce qu'on a voulu m'éloigner de Paris, où c'était peut-être un peu agité, même sûrement, ou les deux, tout simplement, ça tombait bien. Lorsqu'un ancien député d'extrême droite, Robert Pesquet,
lui propose d'organiser un faux attentat pour éviter qu'il ne soit vraiment tué par les ultras d'Alger, Mitterrand se laisse convaincre. Persuadé que Pesquet est en train de lui sauver la vie et qu'il pourra sans doute utiliser l'affaire pour regagner les faveurs de l'opinion. Peur, aveuglement ou ambition démesurée, le sénateur de la Nièvre est abasourdi et impuissant lorsque le même Pesquet dénonce publiquement la mise en scène et fait croire que c'est lui, Mitterrand, qui a tout organisé à son seul profit. Le piège s'est refermé. Pour la première fois de sa vie publique, François Mitterrand est humilié et désemparé. Effondré, il passe ses journées au bord des larmes, réfugié dans l'appartement de la rue Guinemer. Georges Dayan, l'ami intime, s'inquiète, au point de penser que François pourrait se suicider. Quand on voit le médecin venir assez régulièrement voir votre père qui est alité, ce qui n'était pas l'image qu'on avait de lui d'habitude, on peut se dire, c'est grave, c'est pas grave, il se passe des choses. Oui, là, je l'ai vu plus fragile. Les étés suivants, à Osgore, la maison accueille les derniers fidèles. Georges et Irène Dayan, les amis de toujours. Christine, la sœur de Daniel, et Roger Hanin, son mari. Ou André Rousselet, rencontré au ministère de l'Intérieur. Daniel a refait sa vie sentimentale dans les bras d'un jeune professeur de sport, avec qui elle va vivre une belle histoire d'amour de plus de 20 années. Jean est amoureux, doux, discret. Les garçons l'adorent. François le tolère. De toute façon, il n'a pas le choix, c'est lui qui a voulu cette situation. D'ailleurs, j'ai lu dans un livre, quand il disait « Mais pourquoi j'interdirais à ma femme ce que moi je fais ?» C'est quand même une grande tolérance. Qu'il s'appliquait à lui, mais qu'il appliquait aussi à gens autour de lui. Jean sera le compagnon que Daniel espérait tout au long de ces années 60 et 70. Il sera disponible et attentionné pour la jeune mère et ses 2 fils avec qui il s'installera à Paris. Qu'il emmènera chaque année au sport d'hiver et qu'il accompagnera l'été sur la côte landaise. François, lui, pense les plaies de l'Observatoire. Au clubhouse du golfe d'Osgore, ils sont peu nombreux ceux qui acceptent encore de lui parler. C'est le cas d'un industriel qui apprécie Mitterrand. Il s'appelle Pierre Pinjot. Les Pinjot, famille aisée de Clermont-Ferrand, viennent depuis de nombreuses années dans la petite station balnéaire. Dans cette famille accueillante, François a remarqué la jeune Anne. Il l'avait aperçue quelquefois quand elle avait 14 ans. Désormais, il l'observe alors qu'elle en a 18. Il en sera fou amoureux quand elle en aura 20. Anne fascine François. Elle a ce charme discret de la bourgeoisie qu'il affectionne, cette distance propre à la bonne éducation, et surtout, cette indépendance d'esprit qui font la marque des personnalités hors du commun. Je comprends mon père. Elle est belle, je la trouve magnifique. C'est à Osgore, ça, je pense. Donc je crois que ma mère a très vite été fascinée par cet homme qui était moche à l'époque en plus. Moi, je vois des photos. Non, mais vraiment, c'était un peu le côté 4e République, un peu gras, avec et elle, qui était quand même toute jeune, qui a été aspirée par cet homme, quoi. Enfin, qui était... quand ma mère a été très amoureuse de mon père et qu'effectivement, à un moment donné, tout le monde le savait, dans la famille, évidemment, ça a été compliqué pour plein de raisons. D'abord, des raisons sentimentales, de l'ordre familial. Mais un homme marié qui a 28 ans de plus qu'une jeune fille, ça devient un peu plus problématique. On n'en parlait pas, quoi. Ça faisait tâche par rapport à la tradition familiale. La relation amoureuse entre François et Anne sera le meilleur remède pour dépasser la douleur de l'affaire de l'Observatoire. L'homme blessé se transforme peu à peu en combattant gonflé d'orgueil, grâce à l'amour éperdu d'une jeune fille de 20 ans. Mitterrand est désormais prêt à repartir au combat. Un combat qui change de nature un soir de 1962. Le président de la République sera dorénavant élu au suffrage universel. Mitterrand, ce soir-là, sait instantanément qu'il sera un jour candidat à l'élection présidentielle. Celui qui est désormais député maire de Château-Chinon dans le Morvan va ainsi renaître par miracle grâce au général de Gaulle lors de l'élection présidentielle de 1965. Face à un type d'élection inédit et à la candidature du général, la gauche est désemparée.
Qui pour oser se présenter? François Mitterrand, sans parti, est prêt à relever le défi. Entouré d'un petit carré de fidèles, Dayan, Dumas, Rousselet, il force le destin le 5 septembre et annonce sa candidature, poussant les partis de gauche à se prononcer. Moi, je les invite tous, sur la base des options fondamentales que j'ai exposées, à permettre au candidat républicain de progrès que je suis d'accomplir sa tâche sans entrave inutile. Les tensions se focalisent sur un accord ou non avec le Parti communiste. Guy Mollet comme Mendès France y sont farouchement opposés. Mitterrand, lui, croit en l'union avec les communistes et leurs 5 millions de voix. Dans le secret, il négocie avec le PC et, à la surprise générale, devient le candidat unique de la gauche, soutenu officiellement par l'Humanité. En quelques semaines, François Mitterrand vient de bousculer durablement la gauche française. En 1965, je suis au lycée Louis-le-Grand. Et François Mitterrand se présente aux élections contre le général de Gaulle. Alors là, ça change les choses. En effet, on commence à être interpellé. Peut-être que je l'avais été avant, mais je ne me rendais pas compte et je m'en foutais, quoi. Là, je ne m'en fiche pas. Je ne défends pas un programme politique, je ne défends pas une conviction quelconque. Mon devoir, c'est de défendre mon père. La deuxième chose, c'est de passer à l'action. Alors, le militant, quoi. D'organiser des collages d'affiches, d'organiser des collages de petits stickers dans le métro. C'est un jeu. Je réquisitionne 4-5 copains de classe et on va dire ce soir, on va aller coller des affiches à tel endroit ou décoller celles des autres. Enfin, voilà, quoi, c'est 16 ans. Hein. Pour la première fois, la campagne électorale est télévisée. Chaque candidat a droit à des spots de campagne officiels. François Mitterrand découvre le difficile exercice du regard face caméra, face à cet œil noir, comme il l'appelle, et qui longtemps le tétanisera. Ce dialogue qui commence aujourd'hui entre nous, je l'espérais depuis longtemps. Je suis candidat contre le général de Gaulle, contre lui seul, car lui seul compte, à droite. Pour la première fois, la presse met en scène les candidats en famille. Les élections de 1965 font basculer la politique dans la modernité. Bon, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Ce sont des photos totalement posées. On ne s'est jamais baladé tous les trois comme ça dans le jardin, jamais. Mais pour la photo, il fallait sans doute maman est raide comme un passe-lacet, elle sort de chez le coiffeur. Mais honnêtement, c'est complètement fabriqué. Je ne sais pas où c'était d'ailleurs. C'est dans la forêt, mais où ça? Ouais, ça c'est vraiment photo élection. On a dû sûrement m'y traîner. Mais là, on est censé être dans la forêt apaisante en famille. Faut y croire, hein. Moi, j'avais un père qui avait double face. Il y avait le père et l'homme qui était sur les affiches. L'homme qui était sur les affiches était plutôt un étranger. C'était pas mon père. Mon père, c'était celui qui était à la maison. François Mitterrand a conservé dans ses albums personnels un photomontage de cette première campagne présidentielle. Il se souviendra toujours de ces estrades improvisées, de ces foules venant à la rencontre du candidat d'une gauche pour la première fois réunie. Un coup politique magistral, que viennent confirmer les résultats du premier tour. Avec seulement 45% des voix, le général de Gaulle est en ballottage. Un crime de lèse-majesté pour les gaullistes. Un résultat inespéré pour la gauche, grâce à François Mitterrand, qui en rassemble 32%. Quel que soit le résultat du second tour, Mitterrand a déjà remporté son pari et peut attendre sereinement le verdict populaire chez ses amis les chevriers, à l'auberge du vieux Morvan de Château-Chinon. Un rituel qui se répétera désormais à chaque élection. C'était un 19 décembre. J'avais 19 ans et c'était l'élection du 19e président de la République. C'est drôle. On a fêté mon anniversaire en même temps qu'on attendait les résultats. La stratégie d'union de la gauche, choisie par François Mitterrand, lui a permis de réunir 45% et plus de 10 millions de voix. Une stratégie dont il ne déviera plus et qui structurera durablement la vie politique française. 65 a montré qu'une gauche rassemblée
pouvait exister et peser sur la vie politique et éventuellement l'alternance politique. C'était ça aussi qui était déterminant sur la pertinence du choix du Rassemblement de la gauche qui allait déboucher sur le candidat de la gauche unie, puis sur la FGDS, puis sur le programme commun. Cette stratégie-là, elle est née là. La discrète Anne Pinjot a accompagné le candidat François Mitterrand dans plusieurs meetings électoraux. François souhaite désormais que Anne découvre les lieux importants de sa vie. En 1968, il l'emmène en pèlerinage à Touvent, la maison de ses grands-parents, le paradis de son enfance. Anne photographie François sur le chemin bordé d'arbres qui mène à cette propriété devenue inaccessible. Celle qui rêvait d'une famille nombreuse souhaite avoir un enfant. François hésite. Il a déjà 52 ans. Mais Anne, qui a 25 ans, sera intransigeante. Impossible d'imaginer poursuivre leur relation si elle ne peut devenir mère. Progressivement, François Mitterrand est en train de réorganiser sa géographie personnelle. L'amoureux des Landes et de la nature a décidé de quitter Osgore en plein développement. Il a choisi une petite clairière dans la forêt de pins pour installer une maison de famille pour Daniel et leurs 2 fils. C'est une capitaine de famille. J'allais pour rire. Bon, alors, ici, je suis chez moi, c'est-à-dire que j'ai d'abord acheté 1000 mètres carrés autour de la maison, avec la maison, et ensuite j'ai arrondi. J'ai fait la politique de Charles Quint. Et j'ai essayé de conquérir des terres, mais je n'avais pas quand même d'ambition excessive. J'ai cherché simplement à pouvoir protéger les abords immédiats, c'est-à-dire le bois qui est derrière la maison, et environ 1 hectare ici dans la clairière. Moi, je pense qu'ici, il est prouvé du recul sur les choses. Quand vous êtes là, je veux dire, il y a une vraie sérénité, c'est paisible, et on a même l'impression, il faut s'en méfier, hein, que tout est amorti. Il se passe plein de choses dans le monde, des choses horribles, mais vous ne le vivez pas dans la violence. Vous avez le temps d'y réfléchir. Vous prenez l'événement avec du recul ici. Quand il se mettait dans sa chaise longue ou quand il était dans sa bergerie à écrire, à lire et à commenter l'actualité, là où il écrivait La paille et le grain, etc., l'abbé et l'architecte, tout simplement, il n'était pas, ça ne vibrionnait pas dans l'immédiateté, quoi. Celui qui rêvait d'être écrivain développera dans ses chroniques à la fois personnelles et littéraires un style particulier qui surpassera de loin celui des écrits politiques traditionnels. Ce qui était d'abord un refuge devient rapidement un symbole, tant François Mitterrand médiatisera sa bergerie. C'est à Latch, en 1974, que le candidat socialiste à l'élection présidentielle reçoit les journalistes en famille. Depuis 1971, François Mitterrand dirige le nouveau parti socialiste fondé au Congrès d'Épinay. Il a rassemblé une majorité sur sa stratégie d'union de la gauche. Une stratégie mise en œuvre immédiatement avec la signature l'année suivante d'un programme commun historique avec le Parti communiste de Georges Marchais. Alors que la mort de Georges Pompidou en 1974 a entraîné une élection anticipée, François Mitterrand est à nouveau le candidat unique de toute la gauche. Daniel à ses côtés, Mitterrand mène une campagne éclair. Avec 44% des voix dès le premier tour, le candidat est en position de force face à son jeune challenger du second tour, Valéry Giscard d'Estaing. Mais après un débat télévisé raté entre les 2 tours, où il a semblé dépassé par le dynamisme et la jeunesse de son adversaire, Mitterrand échoue sur la ligne, devancé de quelques milliers de voix par Giscard d'Estaing. La droite résiste encore à l'ascension presque irrésistible du candidat socialiste. La dernière phrase de son intervention le soir du deuxième tour, de mémoire, quoi, je veux dire, parce que vous êtes les forces de la jeunesse, votre victoire est inéluctable, ça résumait tout. Je veux dire, bon,
On n'a pas encore gagné cette fois-ci, mais c'est obligé, vu la façon dont les choses progressent et se mettent en place. Là, c'est passé tellement près que la victoire est inéluctable. Simplement, sa déception, c'était de se sentir à ce point près, en 1974, pour assumer cette éventualité du pouvoir, c'est-à-dire de se sentir à ce point capable et prêt à. En décembre 1974, dans une clinique d'Avignon, Anne Pinjot donne naissance à une petite fille. François est à Latch pour les fêtes de fin d'année. Une amie téléphone à la bergerie, laisse un message, demande à ce que François rappelle. Le jeune papa de 58 ans est un moment dépassé par la nouvelle et ses implications. Le pacte passé avec Daniel ne prévoit pas la naissance d'un autre enfant. Ni elle, ni leurs deux fils ne devront savoir que François est père pour la 3e fois. Le secret est en train de s'installer. François oubliera pourtant vite ses appréhensions face à cette petite fille appelée Mazarine. L'enfant réveille en lui un torrent presque incontrôlable d'amour paternel. Il n'est pas question de ne pas voir grandir celle qui va illuminer la dernière partie de sa vie. Le secret exigera une organisation sans faille. C'est loin de la côte landaise, à Gordes, un petit village du Vaucluse qui n'est pas encore à la mode, que François Mitterrand achète un terrain où il fait construire une petite maison avec un séjour et 2 chambres pour Anne et Mazarine. François organise méticuleusement les albums photos de cette nouvelle vie. Il y en aura près de 100 dont il rédigera lui-même les légendes. Premier Noël à Gordes, première fête de Pâques. Afin de pouvoir vivre presque normalement cette paternité secrète, François Mitterrand doit aussi trouver des amis fidèles qui accueilleront discrètement le couple et leur enfant, comme Robert et Elisabeth Badinter dans leur propriété de l'Oise, ou Charles Salzman dans sa ferme des Cévennes. Le meilleur moyen pour vivre caché reste encore de voyager. Anne et Mazarine découvrent Jérusalem. Plus tard, ce sera Venise et l'Égypte. Une complicité que rien ni personne ne viendra altérer est en train de naître entre la petite fille de 6 ans et son père de plus de 60 ans. Rendez-vous pour la bataille. Rendez-vous pour l'élection. Rendez-vous, si vous le voulez bien, dans la majorité démocratique du peuple. Proche et distant à la fois, François Mitterrand fascine, aimante, avance inéluctablement vers le pouvoir. Sa stratégie d'union de la gauche est la bonne, il en est certain, même si elle est contestée au sein du PS par Michel Rocard et que les communistes eux-mêmes tentent de revenir en arrière quand ils comprennent qu'ils seront bientôt marginalisés. Mitterrand sera unitaire pour 2. Les Français veulent le changement et ils n'ont plus peur de François Mitterrand, transformer le temps d'une campagne en force tranquille. Synthèse si française entre tradition, personnalisation du pouvoir et révolution politique annoncée. Le second tour de l'élection présidentielle se déroule le 10 mai 1981. À ses proches, François Mitterrand a souvent glissé « Nous ne sommes pas capables de nos joies et de nos chagrins », pour rappeler à chacun que l'homme est rarement à la hauteur de ses émotions. Qu'a-t-il ressenti aux alentours de 18h30 quand on lui a confirmé qu'il était bel et bien élu, alors qu'il avait rêvé de cet instant toute sa vie? Il ne laisse rien paraître. Danielle Mitterrand, elle, ne peut réfréner les sanglots qui la submergent tout à coup par saccades. Ce soir-là, Daniel et François vivent l'apogée de leur compagnonnage politique et amoureux. Plus de 30 années d'une vie entière consacrée à la carrière politique de François, avec ses drames et ses espoirs, avec les complexités d'une vie amoureuse qui a évolué avec le temps
sans finalement remettre en cause cet engagement pris un jour d'octobre 1944. 2, 1. François Mitterrand est élu président. Pour des millions de Français rassemblés peu avant 20 h devant leur poste de télévision, François Mitterrand incarne l'espérance folle d'un changement de société. Cette victoire est d'abord celle des forces de la jeunesse, des forces du travail, forces de création, forces du renouveau qui se sont rassemblées dans un grand élan national. Ma pensée va, en cet instant, vers les miens aujourd'hui disparus, dont je tiens le simple amour de ma patrie et la volonté sans faille de la servir. J'étais avec ma mère dans le tout petit appartement, Jacob, dans le petit salon. Ça, pour le coup, je me souviens bien du lieu, de l'atmosphère. Et on attendait. C'était un petit peu un moment en suspens, alors que partout ailleurs dans la ville, ça commençait à devenir très... la liesse populaire, ou en tout cas l'attente, mais avec beaucoup d'espoir. Et nous, on était recluses. Ce qui était souvent le cas. Ce qui était aussi un choix de ma mère. Et de grande angoisse pour elle, je pense, parce qu'elle se demandait quand même si la vie n'allait pas radicalement changer. Et je pense que c'était très ambivalent, parce qu'en même temps, elle était très heureuse pour mon père. Ça faisait quand même un certain temps qu'il travaillait à ça. C'était ce qu'il rêvait de faire. C'était c'était quelque chose qui relevait de son destin. Elle était aussi heureuse pour lui, pour l'homme qu'elle aimait. On associe beaucoup le secret au fait de sa fonction, mais le secret, il était là avant. Il était là dans un mode de vie, il était là dans un choix de mes parents, dans un choix d'histoire, dans un choix d'amour. Et moi, j'en suis la conséquence, et j'ai donc vécu là-dedans, mais c'était pas... c'est pas le fait qu'il soit devenu président qui, tout à coup, instaurait le secret. Alors, évidemment, on était beaucoup plus libre de parole avant. C'est-à-dire qu'après, une fois qu'il est devenu président, là, c'est devenu un secret encore plus corseté, qui a eu un enjeu bien au-delà de notre propre histoire. Et puis bon, je pense que j'avais tellement intégré la décision de ma mère, sa décision de vie, que je me posais pas beaucoup de questions. J'aurais dû à un moment donné me dire, mais il y a un truc qui va pas. Mais pour moi, c'était comme ça, notre famille était comme ça, et je maintenais notre famille, et je travaillais à son unité, qui par ailleurs était préserver quelque chose de très joli, parce que c'était aussi bien d'une certaine manière d'être en deçà de la lumière, et puis d'avoir une vie à peu près normale dans une anormalité, parce que c'est une vie secrète, donc elle n'est pas normale. Le 21 mai, Daniel, Jean-Christophe et Gilbert assistent avec émotion à l'intronisation du premier président socialiste de la Ve République. Ce qui est émouvant, c'est d'avoir le sentiment de participer à un moment historique et d'en être si près. Voilà. Ce qui est émouvant, c'est pas de voir son père en tant que tel, c'est de le voir en président de la République. C'est pas pareil. J'ai surtout un souvenir de l'approche du pouvoir et comment les gens peuvent exploser. L'approche du pouvoir, c'est quelque chose d'étonnant. Et comment les gens pouvaient changer dans la cour de l'Élysée. C'était plus les mêmes. Moi, il y a des gens que je connaissais bien, on se tutoyait, etc., qui se mettaient à me vouvoyer brutalement, comme s'il y avait une cour qui s'installait. Enfin, le phénomène de cour démarre tout de suite. Il était impossible à François Mitterrand de tenir à l'écart de cette journée si importante Anne Pinjot et sa fille Mazarine. Alors, le fidèle André Rousselet, nouveau directeur de cabinet du président, a fourni à Anne Pinjot les laissez-passer nécessaires pour se glisser parmi les invités qui se pressent place de l'Étoile et qui attendent François Mitterrand en train de remonter l'avenue des Champs-Élysées. La petite fille qui assiste à la cérémonie sur les épaules d'un ami n'est autre que Mazarine, regardant son père effectuer son premier geste officiel. En fait, j'y étais avec mes cousins, et puis avec Charles Salzman, je crois. On était dans un truc très ludique.
J'ai tout de suite fait la part des choses entre mon père président et mon père papa. Enfin, c'est qu'il y avait d'un côté la fonction où il était intouchable. Ça me dérangeait. Enfin, je me disais, c'est pas mon père. Enfin, il y a quelque chose qui fonctionne pas. Et de l'autre côté, papa uniquement dans les lieux totalement privés, qui sont pas ouverts au public. Alors, ceux qu'il adorait transgresser, parce qu'il adorait qu'on aille se promener, déjeuner dehors, au restaurant, machin et tout. Mon père adorait qu'on fasse des trucs ensemble. C'est-à-dire qu'on allait au concert, voir les trucs, les chanteurs qu'on aimait, donc Barbara, effectivement. On allait au théâtre, et après, on allait toujours dans la loge, féliciter les artistes. Et donc, il me présentait, il me dit, voilà, une jeune fille qui vous admire beaucoup, ce genre de choses. Évidemment, sans jamais dire que je suis sa fille, mais il adore quand même me présenter. Sur la côte landaise, François Mitterrand continue à se partager, comme en témoignent les albums photographiques de l'été 81. D'un côté, le jardin de Latch et ses assemblées familiales et politiques, où beaucoup se pressent. Et de l'autre, la vie avec Mazarine et Anne, à quelques kilomètres autour du lac d'Osgore. Maîtriser le temps, maintenir le secret. La mécanique que François a mise en place ne peut plus être arrêtée. Je pense qu'il y a quelque chose qui s'est transformé au moment où j'ai dû dire à l'école, mais c'est pareil, c'est un peu de la reconstitution, parce que j'ai pas un souvenir très précis de la chose, où j'ai dû dire, mon père est président, enfin, un peu très content, très fier, enfin, contente non, mais fière, quoi, enfin, comme les gamins disent, mon père c'est le plus fort, et où on m'a dit, tais-toi. Et à ce moment-là, j'ai compris qu'il n'y avait plus de jeu, enfin, qu'on ne pouvait plus jouer autour de ça, que là, ce secret devenait grave. Je n'avais pas compris secret d'État, enfin, ça ne voulait rien dire pour moi, mais c'était grave. Ça, j'ai compris qu'il y avait quelque chose qui était dangereux. En nommant des ministres communistes au gouvernement malgré l'opposition d'une partie de la gauche et aussi des alliés de la France, Mitterrand sait qu'il inscrit son nom dans l'histoire de la République. En ces premiers mois, c'est une frénésie de réformes qui secoue le pays. Le président sait bien que la situation économique internationale est mauvaise et que la France connaît une crise monétaire. Mais Mitterrand, le politique, a promis de changer la vie. Il va donc s'efforcer de changer la France au plus vite. La plupart des 110 propositions de 1981 sont mises en œuvre, transformant durablement le pays. Le gouvernement s'est mis au travail. En quelques semaines, beaucoup a été fait. Faut-il rappeler la majoration du SMIC, l'augmentation du minimum vieillesse, des allocations familiales et de l'allocation logement, le vote d'une loi d'amnistie large et généreuse, la suppression de la Cour de sûreté de l'État, l'abrogation de la peine de mort, la loi de décentralisation, le rétablissement des libertés universitaires, le prix du livre, les nationalisations aptes à encourager l'initiative, un plan pour l'emploi et le franc défendu, j'en passe. Bientôt s'ajouteront les nationalisations des banques et de secteurs entiers de l'industrie, les 39 heures payées 40, la 5e semaine de congés payés, la retraite à 60 ans, les droits des salariés dans l'entreprise, la libéralisation des ondes radio et de la télévision, le doublement du budget du ministère de la Culture, la régularisation de 150 000 travailleurs immigrés, la dépénalisation de l'homosexualité. Sur la scène mondiale, le président socialiste est bien seul à porter son message de la défense des peuples opprimés, comme à Mexico, en octobre 1981. Un discours tiers-mondiste comme aucun président français n'en avait jamais prononcé. Salut aux prêtres brutalisés, aux syndicalistes emprisonnés, aux chômeurs qui vendent leur sang pour survivre, aux Indiens pourchassés dans leurs forêts, aux travailleurs sans droit, aux paysans sans terre, aux résistants sans armes, qui veulent simplement vivre et vivre libre. La volonté de régulation de l'économie du président français se heurte immédiatement à Ronald Reagan, l'Américain, et Margaret Thatcher, la Britannique, qui sont en train d'administrer à la mondialisation naissante une potion libérale que rien ne pourra freiner. Mitterrand a cru qu'il pourrait résister. Il n'en sera rien.
C'est dans cette euphorie de participer à l'histoire en marche que le destin rattrape tout à coup François Mitterrand. Ces photographies montrent le combattant socialiste fier de porter le fer sur la scène mondiale. En réalité, le président souffre le martyre. Ceux qui l'entourent ont dû le porter et interrompre leur déambulation. Le président ressent une douleur fulgurante dans le bas du dos qui s'aggrave de semaine en semaine. Si vous le voulez bien, ma première question ne sera ni politique, ni économique, ni sociale. Je vous la pose franchement, carrément. Est-ce que vous allez bien? On m'a déjà posé la question. Il est vrai qu'à partir du mois d'août dernier, j'ai ressenti des douleurs dans le dos, dans les jambes, et je pense qu'à partir d'un certain moment, les choses durant, il n'était plus possible de s'en tenir à la seule explication d'un lumbago. J'ai donc fait procéder aux analyses, aux examens, avec toutes les règles de l'art médical, afin que toutes les hypothèses soient recouvertes, y compris les hypothèses qui auraient pu se conclure par un verdict. Depuis une quinzaine de jours, je vais mieux. D'ailleurs, excusez-moi de vous interrompre, d'ailleurs, dans quelques jours, je pense le 15 décembre, sera publié un bulletin de santé. Et de nouveau, au mois de juin, puisque j'avais promis lors de mon élection que tous les 6 mois, les Français seraient informés sur la réalité de ma santé. Lors de cette interview, le président ne dit finalement pas ce que lui ont révélé les médecins. Un mensonge par omission, qui sera confirmé par un faux bulletin de santé. En vérité, le président souffre d'un cancer de la prostate, avec des métastases dans les os. Les médecins sont très pessimistes. Ils donnent à Mitterrand de 6 mois à 3 ans de survie, au maximum. Alors que la droite ne cesse de faire un procès en illégitimité aux socialistes, comment annoncer au pays que son président n'en a plus que pour quelques mois? Que deviendrait l'expérience socialiste? Avouer que l'on a un cancer, c'est être déjà mort dans le regard des autres. Alors il ne dira rien, à personne, et organisera un nouveau secret avec son médecin, le docteur Gubler, qui lui administrera chaque jour les traitements nécessaires, suivant le président comme son ombre dans chacun de ses déplacements. Pour François Mitterrand, un compte à rebours vient de s'enclencher. La maladie exige une vie quotidienne aménagée et stable. François Mitterrand doit pouvoir compter sur l'aide de Anne Pinjot, et il veut voir grandir sa fille pour le temps qu'il lui reste. On parlait pas mal le soir. Enfin, j'ai eu toute une période de grande angoisse. Je me souviens où je pleurais tous les soirs pour essayer de m'habituer à la mort. Et donc je lui ai demandé, mais qu'est-ce qui se passera quand tu seras mort et tout. Ça, je me souviens parce que je me souviens tous les soirs, j'essayais de m'habituer à l'idée que c'était possible qu'il meure. Alors qu'il m'avait jamais parlé de sa maladie. Donc quoi, les enfants savent beaucoup de choses. Impossible de s'installer dans l'appartement de Anne, rue Jacob, trop exposé au public et difficile à sécuriser. Pris au piège de ses secrets, François Mitterrand choisit pour refuge, en 1982, le quai Branly, une annexe de l'Élysée où l'on traite le courrier de la présidence et où plusieurs conseillers et officiers militaires du palais sont logés. Une résidence à l'abri des regards et protégée. C'est là que François Mitterrand vivra désormais, au grand désespoir de Anne Pinjot et de Mazarine. Et donc, ils nous ont imposé de déménager, ce qui a été un peu le drame de ma mère et moi, parce qu'on était très malheureuses de quitter cet appartement, enfin chez nous, quoi, pour aller dans un endroit glacial, sans âme, une prison, quoi. Enfin, alors certes, c'était grand, etc., mais nous, on s'en fichait. Enfin, on préférait être dans un endroit petit, etc. Mais je sais qu'on n'y a jamais rien installé avec ma mère, aucune affaire. C'était vraiment, on prend nos bagages, on les dépose et on repart, quoi. Enfin, et on repartira un jour. Mais bon, en tout cas, le fait de déménager là-bas a quand même permis qu'on vive ensemble, là pour le coup, très normalement, quoi. Ce qui vaut la semaine vaut pour les quelques heures de repos le week-end que tous les présidents de la République s'autorisent dans une résidence de l'État protégée et surveillée. Impossible d'aller dans les résidences habituelles de Rambouillet ou de Brégançon. Il faut trouver un endroit plus discret. Fidèle entre les fidèles depuis près de 30 ans, André Rousselet, directeur de cabinet, cherche parmi les dizaines de domaines de l'État celui qui permettra de ne pas attirer l'attention et où le président pourra se reposer sans crainte d'être observé.
Il trouve la perle rare à Souzy-la-Briche, en région parisienne, dans une vieille demeure léguée à l'État par des propriétaires fantasques qui avaient exigé en échange de leur legs l'entretien de leur tombeau situé dans la chapelle du domaine. Tu les vois? Tu les vois? Tu les vois? C'est donc à Souzy que François Mitterrand, Anne et Mazarine viendront se réfugier le week-end à compter de l'automne 1982. Tu les as filmés? Tu les as filmés? Le président tente d'organiser une vie de famille presque normale, afin de ne pas faire souffrir sa compagne et sa fille. On invite les amis, frères, sœurs et cousins Pinjot, pour que Mazarine soit moins seule. Parmi les cercles amicaux que François Mitterrand a toujours su organiser et cloisonner, il y aura désormais celui de Souzy, ceux qui partageront le poids du secret et sa rigueur. André Rousselet, le couple Salzman, le couple Badinter ou le couple Mouzich, qui invitera souvent Anne et François dans sa maison de Venise. Il aimait bien jouer, en fait, mon père. Il était super marrant, en plus. Parce qu'il jouait à nous faire peur. Et sinon, en vacances, on jouait, je sais pas, à des trucs de société, genre au beau gueule, machin, mais je sais pas, il regardait des films super populaires. Il avait une culture très populaire aussi. Il aimait bien, je sais pas, rigoler, les blagues nulles, de préférence, les films un peu pourris. Enfin, il avait ce truc-là, vachement ancré. C'est bien, enfin, moi j'aimais bien ça. Je regarde quelques feuilletons. Vous regardez Chez Dallas? moi, j'ai vu assez souvent Dallas, oui. Le mercredi maintenant, je crois que c'était le samedi. Sue Hélène, toujours triste. Elle aime, Pierre. Vous m'avez trompé, Pierre. Je ne fais que ça. Vous êtes toujours ivre. À cause de qui, je vous le demande? Peut-être de moi, mais si vous m'étiez vous-même resté fidèle, je serais revenu à vous. C'est marrant parce que je demande souvent aux gens, maintenant, quand je les rencontre, qu'ils connaissaient juste dans le travail, s'il faisait peur, s'il était sympa et tout, parce que j'arrive pas à l'imaginer. Alors un peu, parce que quand même, j'ai eu l'occasion de le voir à de très rares reprises, genre pas content. Et là, je me dis, oups, j'aimerais pas trop être en face. Mais il était tellement différent avec moi, enfin, il était tellement doux, tendre, alors réservé, dans le sens où c'est pas un exubérant, mais tellement gentil, quoi. Enfin, mais trop, enfin presque, parce qu'il n'arrivait pas à m'engueuler. Le principal adversaire du secret viendra paradoxalement du propre camp du président. Le polémiste Jean Edernalier, déçu de n'avoir pas été récompensé par la gauche au pouvoir, menace de publier un pamphlet sur François Mitterrand, dévoilant sa vie cachée s'il n'obtient pas le poste qu'il exige. C'est le début de l'affaire des écoutes téléphoniques. Le président a donné ordre à son groupement de protection d'empêcher la publication du livre. Tous les moyens seront bons pour faire céder l'exubérant devenu une menace. Parmi ces moyens, des écoutes dites administratives décidées par une cellule de l'Élysée. François Mitterrand ne peut supporter qu'on fasse du chantage au président de la République, que l'on menace sa vie privée et surtout celle de cette jeune fille qu'il aime tant. Au plus fort du bras de fer avec Jean Edernalier, François Mitterrand prend peur. Et si Daniel apprenait l'existence de Mazarine? Alors, comme à son habitude, François envoie un émissaire avec la délicate mission de lui parler de Mazarine. En réalité, Daniel Mitterrand était au courant depuis la naissance de la petite fille que lui avait révélée une amie. Étonnamment, Daniel, par délicatesse ou par déni, avait décidé de ne pas en parler à François, comme elle n'en parlera pas à ses fils. Moi, quand j'ai vu Mazarine, etc., je ne l'ai pas dit à ma mère. Et d'ailleurs, j'avais fait promettre à Mazarine de ne pas en parler, enfin surtout que ma mère ne l'apprenne pas, parce que sinon, j'allais dire, je devenais un traître, d'une certaine manière. Enfin, il faut bien
une réaction, j'allais dire, de mère. Bon, voilà, donc il fallait être un peu prudent pour pas créer des incidents familiaux. François Mitterrand est soulagé. Tout le monde est d'accord pour faire comme si de rien n'était. On ne parle pas de Mazarine. Elle est trop pleine du lait de la tendresse humaine pour que tu saisisses le plus court chemin. Au fur et à mesure, j'ai appris à être très transparente, pour ne pas avoir à dire, j'ai appris à ne pas poser de questions. Enfin voilà, il y a toute une sorte de système qui fait que même le corps change. Une forme de retrait, une forme de... Comment ne pas se mettre en danger, sachant que si vraiment on rentre dans des vraies relations, à un moment donné, le secret, il va bien falloir qu'il soit éventé, sinon c'est intenable. S'il y a une souffrance, elle est après coup, c'est-à-dire que je ne m'en suis pas rendu compte quand j'étais enfant. Après, je me suis dit que c'était n'importe quoi. Maintenant que j'ai des gamins et tout, je me dis, mais comment je pourrais leur infliger une chose pareille, quoi. C'est une destruction de la personne en accéléré. Et c'est vrai qu'ils ne se sont pas posé la question, ou si se la sont posée, en tout cas, j'en sais rien, de se dire, là, quand même, il y a un petit truc qui déconne, il faudrait peut-être arrêter ça, quoi. Parce qu'une enfant ne peut pas grandir en étant aussi clivée. J'aurais pu devenir autiste, folle, quoi. On n'est pas des plus libérés, même si c'est communiste, à mon sens, monsieur. N'oubliez pas ça. Oui, oui. On veut du travail. Oui. Les paroles, c'est joli, mais il n'y a pas de raison pour qu'on paye des... Alors, les propositions, il suffit pas de parler comme ça à Gogo. En 2 ans, le président a mis en œuvre l'essentiel de ses promesses. Mais les attaques sur le franc ont considérablement affaibli la situation de la France. Le socialisme dans un seul pays est impossible à l'heure de la mondialisation financière voulue par Ronald Reagan. Le gouvernement est face à un dilemme. Si la France souhaite demeurer dans le système monétaire européen qui la protège, elle doit décider d'un plan de rigueur que défend Pierre Mauroy, le Premier ministre. Le président hésite. Comment expliquer aux Français un tel changement de politique ? C'est que l'usine de Moulins tourne à plein. C'est capital pour Moulins. D'accord, enfin, on est bien obligé de compter les sous. François Mitterrand tranche. Ce sera l'Europe. La parenthèse de la rigueur qui ne se refermera plus et le désaveu populaire. Mitterrand fait un pari. Celui d'une Europe protectrice qu'il faut désormais organiser. Un choix incarné par une main tendue au chancelier allemand Helmut Kohl. Bientôt, les communistes quitteront le gouvernement. Le chômage continuera de grimper inexorablement. À la clé, une sanction électorale aux élections législatives de 1986. Pour la première fois dans l'histoire de la Ve République, le président n'est pas du même camp que la majorité parlementaire. Seul, face à Jacques Chirac et son gouvernement de droite, François Mitterrand s'apprête à mener le combat. D'ailleurs, n'est-il pas un survivant, lui qui aurait dû mourir selon les médecins avant la fin de l'année 1984 ? Il est encore là, debout, 2 ans plus tard. Alors il compte bien se battre et décrédibiliser le plus possible son adversaire. Monsieur le Premier ministre, vous jugez également que c'est un bon conseil ? Mais si vous permettez, il y a une conférence de presse, bien entendu, M. le Premier ministre est là, et tout à fait normal qu'il en soit levé, mais il n'y a pas 2 conférences de presse à la fois. On me reverra quoi, comme candidat à la présidence de la République, pour ma propre succession. Si vous croyez qu'aujourd'hui... S'il souhaite définitivement confirmer sa domination sur Jacques Chirac, il doit se présenter contre lui à l'élection présidentielle. Ce serait le moment, justement. Le meilleur, il emporterait la course. Vous avez 17 ans, c'est bien, 14 ans, c'est trop. Oui. Plusieurs fois. Sauf quand c'est nécessaire. Contrairement à ce que l'on a souvent laissé entendre, François Mitterrand ne pense pas que rester au pouvoir le guérira comme par miracle. Il croit en 1987 que le miracle a déjà eu lieu et qu'il est désormais tiré d'affaire. Les médecins étaient très rassurants sur l'évolution de cette maladie et étaient même surpris de voir à quel point, en 87, à l'été 87, elle était guérie. La décision, il la prendra définitivement lors des fêtes de Noël qu'il aime passer désormais en Égypte. François Mitterrand s'est fixé un challenge, atteindre le monastère Sainte-Catherine sur le mont Sinaï. Parvenu au sommet, Robert Badinter, qui l'accompagne avec Anne Pinjot,
croit déceler dans son regard une force de vie qui indique que sa décision est prise. Question, Monsieur le Président, êtes-vous à nouveau candidat à la présidence de la République? Oui. Vous avez mûrement réfléchi? Je le crois. En quelques semaines d'une courte campagne, le président parvient à marginaliser violemment la droite présentée comme clanique et sectaire. À Gordes, au printemps 1988, François Mitterrand a rédigé une lettre à tous les Français. Un texte à l'image d'un président qui veut devenir le protecteur d'une France unie, dont l'horizon est européen. La France est notre patrie, l'Europe est notre avenir, lance le candidat. Une stratégie d'une redoutable efficacité qui balaye Jacques Chirac, relégué 8 points derrière le président lors du second tour de l'élection. Lorsqu'il fête ses 75 ans, 3 ans plus tard, dans son appartement du quai Branly, le président vient de connaître plusieurs années politiques plutôt favorables qui ont vu la création du RMI, l'instauration de l'impôt sur la fortune, l'inauguration de plusieurs monuments parisiens ou les lois sur le financement des partis politiques. La chute du mur de Berlin en novembre 1989 lui a permis de négocier avec Helmut Kohl une plus grande intégration européenne. Oui à la réunification allemande, mais en échange d'une monnaie commune en Europe. L'année 1992 sera donc le parachèvement de son grand œuvre européen avec le traité de Maastricht. Les années passent et les rituels se ressemblent à Latch ou à Château-Chinon. Depuis que Jean Chevrier est mort, ce n'est plus au vieux Morvan, mais dans la maison de Ginette Chevrier que le président et Daniel déjeunent les jours d'élection. Des rendez-vous et des fidélités qui permettent de marquer le temps qui passe et qui l'épargnent encore, pense-t-il. Où ça, j'appuie 2 fois? Qu'est-ce qui s'est fait? À Souzy, le président fait bonne figure lorsqu'il fête en famille l'anniversaire d'Anne Pinjot en mai 1992. Mais c'est un véritable coup de tonnerre qui a résonné en lui lorsque ses médecins lui ont annoncé qu'il faisait une rechute de son cancer. François Mitterrand était persuadé d'avoir remporté cette bataille. Au grand étonnement de ses médecins, il fulmine de rage et d'incompréhension. Des médecins qui demandent à l'opérer d'urgence. Le président exige d'attendre l'émission télévisée prévue au moment du référendum européen. Le résultat sera serré. Mitterrand doit jeter toutes ses forces dans la bataille. Il y avait eu la fameuse émission de télévision avec Seguin, où il a fait un petit début d'hémorragie. Bon, est-ce que quelqu'un l'a vu? Est-ce que quelqu'un a vu ça? C'était dans l'émission. C'était en direct, si je me souviens bien, cette émission. Bon. Personne n'a rien vu. Bon. Si, nous, on l'avait remarqué parce qu'il était très blême. Mais bon. Donc, vous voyez qu'il arrivait à passer par-dessus. À sa sortie de l'hôpital, quelques jours après l'émission, il n'est plus possible de cacher la vérité. Le président souffre officiellement d'un cancer de la prostate. Monsieur le Président, vous avez souhaité toujours beaucoup de transparence dans votre état de santé, donc il faudrait qu'on vous demande si vous pensez aujourd'hui continuer votre activité ou si vous avez songé à les abandonner, à démissionner en fonction de la mort. Je n'ai pas encore songé, non. Non, il n'y a pas de raison. Je ne pense pas qu'on m'ait enlevé un lobe du cerveau, car c'est pas de ce côté-là que ça se passait. Si les Français adoptent finalement le traité de Maastricht, comme ils le voulaient, la maladie de François Mitterrand et les souffrances qui l'accompagnent annoncent que la fin de sa présidence sera un véritable chemin de croix. Lui qui avait souhaité entrer dans l'histoire en gouvernant plus longtemps que De Gaulle, va en payer douloureusement le prix. Son choix d'Édith Cresson, la première femme à devenir Premier ministre, s'est révélé une erreur politique. Son remplacement par Pierre Bérégovoy ne redressera pas la situation. Les socialistes connaissent en 1993 la plus grave défaite électorale de leur histoire. Bientôt, la mort planera au-dessus de l'Élysée avec le suicide de Pierre Bérégovoy qui n'a pas supporté sa défaite, ni sa mise en cause dans un scandale immobilier. Les affaires s'accumulent
les écoutes téléphoniques décidées à l'Élysée deviennent un scandale retentissant qui vise directement François Mitterrand. L'affaire a pris une ampleur démesurée depuis qu'une cellule de l'Élysée a fait écouter journalistes et décideurs sous prétexte de lutte contre le terrorisme. Le président, défenseur jusqu'au bout de notre monarchie républicaine, refuse de se justifier. Ce sont des sujets qui ont été traités, Monsieur le Président, par... Je n'aurais pas accepté, si j'avais su que vous étiez comme ça. Moi, je n'ai pas besoin de perdre mon temps sur des sujets pareils, alors qu'il s'agit simplement de polémiques fabriquées, inventées, à laquelle je n'ai rien à voir. C'est une manière de manifester. Il n'y a pas de service d'écoute à l'Élysée. Il ne peut pas y en avoir. Je ne sais pas comment on fait d'ailleurs des écoutes. Mais il s'agissait d'écoutes qui auraient été commandées par la cellule antiterroriste de l'Élysée, bien sûr pas... On s'enfonce encore un peu plus. Mais... Je n'ai pas l'intention, à vous, que rien n'autorise à cela, de répondre à vos questions. Si vous voulez bien, nous allons nous séparer. À l'été 1994, François Mitterrand, très affaibli, doit affronter une seconde opération. À sa sortie de l'hôpital, c'est une véritable tornade qui s'abat sur lui. Monsieur Bousquet, vous pouvez répondre à une question. Mais alors, est-ce que ça, pour qui vous me prenez alors? Salaud, espèce de voyou. La polémique sur son passage à Vichy avant d'entrer en résistance se focalise sur ses relations dans les années 80 avec l'ancien secrétaire général de la police de Vichy, René Bousquet, dont on a appris en 1985 la lourde responsabilité dans la déportation des Juifs de France. Avec l'affaire Bousquet, ça a provoqué partout de l'incompréhension et vraiment une sorte de gêne, mais dans votre propre camp, la colère et l'indignation. Tout dépend de quoi vous me parlez. Eh bien justement, de votre relation avec Bousquet, on va en parler tout de suite là. Est-ce que c'était un intime de François Mitterrand? Mais non, c'était pas un intime. Ou un ami? On dit la relation amicale. Écoutez, on dit ce qu'on veut dire. Non mais vous, votre vérité. La chronologie commande. Bousquet redevient un libre citoyen, très introduit dans les milieux politiques et dans les milieux financiers, de banque, dès les années 50, et dans les milieux de presse. Et il est considéré comme un ami par plusieurs chefs de gouvernement, qui sont d'honnêtes républicains. Et jusqu'en 1978, aucune question ne sera posée. Je vous répète qu'en 1957, le Conseil d'État lui restitue sa Légion d'honneur. Et donc pendant toute cette période, les 28 ans, tout le monde le reçoit, on le voit s'il veut. Vous aussi, vous. Comme beaucoup de... Moi, je l'ai rencontré certainement avec d'autres personnes. Je n'ai pas fait le compte, mais enfin au moins 10 ou 12 fois. Mitterrand, qui tient jusqu'au bout à sa liberté personnelle, ne veut pas se justifier et expliquer que René Bousquet, par l'intermédiaire d'un de ses adjoints à Vichy, Jean-Paul Martin, a sauvé la vie à plusieurs reprises durant l'année 1944 aux membres de son réseau et sans doute à François Mitterrand lui-même. Et une phrase de mon père qui, après l'interrogation Bousquet, disait « Que doit-on penser de ceux qui travaillaient à Vichy auprès de Bousquet et qui ont sauvé 10 fois les réseaux de résistance ?» Travaillaient avec Bousquet, mais ils nous alertaient des descentes de la milice, de la Gestapo, etc. Il y a plein de raisons externes au fait qu'il n'ait pas complètement coupé les ponts, et je pense que c'est lié à cette chose d'être fidèle à soi, c'est-à-dire à partir du moment où quelqu'un a sauvé quelqu'un à tel moment, et je crois qu'il a sauvé un certain nombre de ses camarades, il ne pouvait pas complètement rompre les liens. Et ça, on peut s'interroger sur la question de est-ce qu'à un moment donné dans sa vie, il faut rompre ou pas. Moi, je pense que oui. Voilà, c'est les complexités du personnage. Si quelqu'un a fait quelque chose de bien dans sa vie, le reste ne doit pas l'annuler. Alors, à partir du moment où Bousquet, on sait quel est le reste, on peut considérer que si, ça aurait dû l'annuler. Quelques semaines plus tard, c'est la révélation de sa vie cachée avec Anne Pinjot et l'existence de leur fille Mazarine qui stupéfie la France entière. La veille de la parution, mon père m'appelle, donc je vivais encore une fois plus chez mes parents, pour me dire ça sort demain. Je dis mais comment ça, enfin quoi Il dit Paris Match va sortir ta photo, donc voilà.
C'était d'une violence assez intense, mais que je me sois jamais posé la question qu'un jour, forcément, ça se saurait, c'est dire à quel point j'étais conditionnée, quand même. Lui, en revanche, était soulagé, bien sûr. Bien sûr qu'il était soulagé. Ça faisait un moment qu'il commençait à en parler autour de lui, justement, quand j'avais une normale sup. Il disait à Anne Lauvergeon, je connais quelqu'un qui a une normale sup, quelqu'un de très proche. Et elle, ça la faisait marrer, parce qu'elle était évidemment au courant. Et elle disait, oui, monsieur le président, monsieur le président. Et donc, je pense qu'enfin, de pouvoir dire, ma fille, il était trop content. Il était trop content de pouvoir parler librement, parce que lui aussi a été pris au piège de ce secret, évidemment. François Mitterrand souffre de plus en plus. Il concentre ses dernières forces pour tenir jusqu'à la fin de son mandat. Il veut avoir le temps de faire dignement ses adieux après 50 années de vie publique. L'an prochain, ce sera mon successeur qui vous exprimera ses vœux. Là où je serai, je l'écouterai. Le cœur plein de reconnaissance pour le peuple français qui m'aura si longtemps confié son destin, et plein d'espoir en vous. Je crois aux forces de l'esprit et je ne vous quitterai pas. François Mitterrand semble préparer le pays à sa mort, comme il essaye lui-même depuis plusieurs années d'en supporter l'idée, menant une intense quête mystique et spirituelle. Ses adieux, il souhaite aussi les adresser à l'Europe comme au monde, notamment lors d'un discours au Parlement européen de Strasbourg. Né dans une génération qui a connu les traumatismes de la guerre, Mitterrand, au soir de sa vie, veut laisser un message de paix. Il faut vaincre ces préjugés. Ce que je vous demande là est presque impossible, car il faut vaincre notre histoire. Et pourtant, si on ne la vainc pas, il faut savoir qu'une règle s'imposera, mesdames et messieurs. Le nationalisme, c'est la guerre. Parvenu au terme de son mandat, François, le Charentais de Jarnac, né un jour de 1916, peut désormais organiser ses adieux personnels. En fait, vous savez, depuis déjà peut-être 92, 93, 94, je pense qu'il avait envie de dire au revoir à tout le monde et à tous les lieux qu'il avait aimés. D'aller revoir la maison de son enfance à Touvent, d'aller à Jarnac, d'aller à Cluny pour la Pentecôte. Dans sa démarche, c'était à chaque fois un au revoir à ceux à qui il avait envie de dire au revoir. Il ne se prolongeait plus dans l'idée « je reviens vous voir l'année prochaine ». À chaque fois, c'était un au revoir. Il hésitait à partir en Égypte parce qu'il n'était pas bien là. Il n'était vraiment pas bien. Et on avait même pensé retarder un peu le voyage en Égypte. Et puis je lui ai dit, écoute, le truc habituel qu'on fait à l'Hadj pour le Nouvel An, on le fera le 7 janvier. Aucune importance. On gardera la tradition, mais on la décale un peu. Et il avait dit oui, à un moment. Et puis, en fin de compte, il a changé d'avis, il a voulu maintenir les choses. Bon, il les a maintenues. Bon. Mais son état de santé était pas bon, pas bon du tout. Il voulait y aller. Moi, j'avais pas envie. J'en avais marre. J'en avais marre. Bataille des médecins autour. J'en pouvais plus, quoi. Et puis bon, c'était d'être toujours au plus proche de la mort, de la maladie. Et puis, à la fois, j'étais toujours avec lui. Et en même temps, j'étais dans un déni total de la mort. Enfin, je pouvais pas imaginer qu'il allait mourir. Donc, j'avais pas envie d'y aller et tout. Donc, je lui ai dit, et c'est une des rares fois où il s'est mis en colère, il voulait y aller. Et donc, heureusement qu'on y est allé. Parce que c'était vraiment un lieu hautement spirituel. Et comme lui-même était très porté sur le dialogue avec la mort, quoi, se posant beaucoup de questions sans avoir de réponse, je crois qu'il avait besoin d'aller toucher au plus près cette chose-là avant de partir. Il y a des lieux comme ça qui, tout à coup, vous envahissent de quelque chose qui est au-delà de vous. Enfin, et ce Noël-là a été très étrange, quoi. Enfin, très fort, très, très beau. Mais il était aussi très malade. Il souffrait énormément. Il est allé en Égypte, il est revenu en cours de route. Les médecins ont essayé d'expliquer aux pilotes qu'il fallait aller directement sur Paris.
Et c'est à bout d'arguments et j'allais dire, par un ordre comminatoire qu'il a dit, vous m'emmenez à Souston, voilà, à Latch. Dire au revoir à la famille et aux amis qui viennent pour ce réveillon, c'était pour lui un objectif qui, manifestement, allait lui faire surmonter l'obstacle d'un état de fatigue très prononcé, quoi. Alors, son état, je le dis tout de suite, n'est absolument pas compatible avec les images qu'on a vues dans un certain livre où il aurait mangé, gavé de tout ce qu'on veut, y compris d'ortolan. C'est strictement un grand mensonge historique. Vers 11h, minuit, enfin oui, en général c'était un petit peu avant minuit. Ça, c'est une image qui est restée très forte. Il s'est levé, il a salué, serré les mains, fait la bise, nouvel an, etc. Puis il est allé jusqu'à la porte de la maison de Latch pour sortir, pour venir dans la bergerie. Et là, il a eu ce moment où il s'est retourné. Voilà, il regarde tout le monde, il regarde comme ça, un coup d'œil panoramique sur la maison et les gens qui sont là, quoi. Voilà. Sans un mot, pas dans le sourire, rien, quoi. Je veux dire, simplement s'imprégnait de cette dernière vision d'un réveillon et de ceux qu'il aimait, quoi. Et il est venu ici et avait-il déjà décidé? Sûrement oui, il avait déjà mûri la décision, mais qu'il cessait de lutter, il refusait de s'alimenter et il programmait sa fin, quoi, point barre. Donc il nous a dit au revoir. Quand il a vu que la tête était touchée par des métastases, etc., le cerveau, ça commençait, il a mis fin. Hein. Là, il n'a pas démissionné, c'est lui qui a pris la décision. Hein? Le 1er janvier 1996, il a arrêté de manger et de boire. C'est un suicide, entre guillemets. François Mitterrand s'éteint le 8 janvier 1996 à l'aube. Évidemment, la question s'est posée tout de suite de la présence de Mazarine et de sa mère. Ma mère, dans un réflexe immédiat, avait dit non, c'est pas possible. Et puis, après une discussion d'un quart d'heure, d'accord. Et Mazarine, ça posait pas de problème. Évidemment, c'était la mère. Et bon, elle a accepté, ça prouvait quand même une certaine intelligence et une certaine intelligence humaine. Et puis voilà, donc quand on est arrivé pour prendre l'avion qui emportait le cercueil, Mazarine était là, je l'ai présenté à ma mère, je l'ai présenté à mon frère, puisque moi je la connaissais. Rétrospectivement, je me dis, mais si on n'avait pas su, donc mon père meurt, ma mère et moi, on fait quoi? Enfin, on se planque, on se remet rue Jacob à regarder la télé comme on l'a fait pour l'élection présidentielle, et on pleure devant l'écran en regardant la famille officielle enterrer mon père. Enfin, c'est un truc absurde, quoi. Donc, ne serait-ce que pour ça, je pense que c'est très bien que ça se soit passé avant. Parce que être empêché d'enterrement de son père, là, je pense que la violence a atteint un degré ultime, quoi. Et là, ça a été fait de manière très belle, pour le coup. On était tous là. C'était à l'image de sa vie. Enfin, ce qui n'était pas à l'image de sa vie, c'est qu'on soit tous ensemble, parce que lui, il aimait bien compartimenter et tout, mais on était tous là. Et on était tous là et heureux d'être ensemble. C'est ça qui était beau aussi, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas de tension particulière avec tous les espaces différents, quoi.